Et bienvenue dans le point lecture d'octobre. Voilà. Ça, c'est tout ce que j'ai lu au mois d'octobre. Je suis assez fière de moi, je dois avouer. Mm. Mm. Oui, je suis fière de moi. Donc, on va commencer tout de suite. Ce point lecture arrive après ma pile à lire de Black November parce que j'ai estimé qu'il fallait quand même que je la passe avant que le Black November ne commence. Hein. Comme il commençait le 30 octobre, hein, en plus, si vous avez vu la vidéo, voilà, vous avez vu que hein, ça a été compliqué. Donc, autant que je fasse les choses. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite par tout ce que j'ai lu. Il y en a un que j'ai relu qui est à la fin. Voilà, donc, écoutez, hein, il y a du... On va dire que sur tout ce que j'ai lu, il y en a qu'un qui est un peu mitigé, mais tous les autres sont vraiment très très bons, voire très bons, ouh, ça m'a plu. Voilà. Ça c'est fait. Je suis désolée pour l'ombre qui passe ici, mais voilà, hein, l'automne arrive, la lumière est pas fabuleuse, et en plus aujourd'hui le soleil s'amuse avec les nuages. C'est pas top. Hein. Ah bah il y a des jours comme ça. Et en plus, ils sont en train de faire la fiesta sur le palier. Voilà. Bref, je vous assure, c'est pas drôle. J'ai lu donc Une femme de ménage de Jérémy Bouquin, que j'ai reçu de la part des Eaux Troubles, donc qui est une maison d'édition suisse qui m'envoie de temps en temps des livres sans que je les demande parce que je suis sur leur fichier. Donc oui, il y aura la truc commercial en haut puisque je l'ai reçu. Je ne demande jamais de bouquins, ils m'envoient ceux qui décident de m'envoyer. Quelquefois j'en reçois un ou deux, quelquefois un peu plus. Voilà, sauf que je reçois généralement 3 auteurs qui sont chez eux que j'aime bien, ils le savent. Donc voilà. Mais celui-là, j'avais pas demandé, c'était une surprise, comme celui que vous verrez en décembre. Voilà, c'est comme ça. Donc, femme de ménage. Nous sommes avec Sandra, qui est une femme, on va dire, passe-partout, qui a une liaison avec le boulanger de son village. Elle vit dans une maison, une vieille maison qu'elle est en train de retaper, mais elle retape comme moi, je suis la Vierge Marie, en fait, en gros. Elle est femme de ménage, elle gagne extrêmement bien sa vie. Vous allez me dire quoi? Bah parce qu'en fait elle est une femme de ménage assez particulière puisqu'elle nettoie des scènes de crime. Elle est employée, non pas par la police, mais par les criminels eux-mêmes. Voilà, qui payent rubis sur ongle pour que madame puisse nettoyer tout. Alors ça va de nettoyer le sang et autres joyeusetés, à démembrer un corps, à le dissoudre, à le faire disparaître, etc. Donc elle gagne extrêmement bien sa vie et elle est engagée très régulièrement. Elle a un associé qui est aussi avocat, qui gère en binôme ses affaires. Et parmi tous les clients, il y en a un quand même qui est assez particulier, où elle va se rendre sur une scène de crime qui est assez bizarre. En plus, elle, tout ce qu'elle voudrait être, c'est destinatrice pour enfants, de faire des albums d'enfants, mais elle a été refusée par toute la maison d'édition parce qu'en fait elle foutrait la trouille à un régime en infanterie et a fortiori à des gosses parce qu'elle a des monstres, etc. Et effectivement elle rêve de choses. Alors vous allez me dire, vu ce qu'elle voit, c'est guère étonnant. Puis un jour elle va voir sur une scène de crime quelque chose qu'elle va trouver magnifique, c'est à dire qu'elle va même prendre des photos tellement elle trouve que même l'horreur de la scène, ce qui s'est passé, ressemble à une œuvre d'art. Et donc elle va se retrouver un peu complètement déséquilibrée. Déjà qu'elle va être très équilibrée. Elle va être recontactée par ce fameux client qui va lui demander de venir sur une autre scène de crime parce qu'il aime son travail. Voilà. Donc on va suivre ça tout le long du roman. Alors, je dois avouer que le début partait très bien. Parce que bon après c'est un peu un guide pour comment faire disparaître un corps. Hein, voilà. Alors l'auteur ne s'embarrasse pas non plus des sévices et autres pas joyeusetés qui sont infligés aux victimes, hein, parce que c'est cru. Il n'y veut pas dans la cuillère, sauf si la cuillère sert à faire autre chose. Voilà. Donc ça partait bien. Bon,
Et même le côté un peu borderline de Sandra, son histoire de cul avec le boulanger, machin, dont la femme soupçonne quelque chose, etc. Ça rentrait dans le cadre de la fille qui a vraiment, il faut, voilà, elle est coupable de sécurité, etc. Bon, bref, ça, à la rigueur, ça ne me posait pas de problème. Simplement, l'auteur, à mi-chemin, a décidé de faire un espèce de tour. Enfin, ouais, pas de demi-tour droite, mais pas loin. Sur le genre et la catégorie du roman. Alors, généralement, ça ne me gêne absolument pas. Mais là, ce qui m'a gêné, c'est que j'ai trouvé la fin dès qu'il a commencé à parler de ce tueur. Et je me suis dit, ouais, donc en fait, elle va faire ça, et puis lui, il va lui proposer ça, et puis elle va lui proposer ça, et il va se passer ça. Merde. Ah bah bingo. Voilà. Et donc là, ça part sur un truc qui est tellement évident, tellement prévisible, que bah, vous lisez. Alors, c'est pas désagréable à lire, mais le problème, c'est que malgré le style très alerte, très nerveux du début, etc., et je rappelle, c'est pas du tout révolutionnaire, hein, voilà, je pense que c'est du basique. Si les gens qui lisent que des thrillers, machin, ils ont déjà lu ça. Mais moi, du fait que je l'ai trouvé, du fait que j'ai trouvé la fin prévisible, trop facile, et moi j'aurais aimé un autre twist. Et perso, si il avait fait ce twist, je vous ai dit, faut le lire, parce que moi j'avais trouvé un autre twist. J'avais imaginé autre chose. J'avais imaginé deux choses, une qui ne me plaisait pas, qui était le prévisible, et l'autre qui aurait pu être un truc vachement bon. Eh ben, c'est le prévisible qui est tombé. Voilà. Donc, c'est dommage, parce que franchement, ça partait bien. Mais du fait qu'on sache qui est le client, tout de suite, ça fausse la donne. Et on sait où il va aller, où il va tourner, où il va atterrir. Et ça, c'est un problème quand vous lisez un bouquin, c'est de savoir où vous allez atterrir. Enfin, pour moi, c'est le gros problème, c'est de savoir quand je lis que je sais déjà ce qui va se passer et que quand j'arrive, je fais ah ouais, oui, je suis chiante, je sais. Voilà. Donc ça, c'était le premier. Deuxième, c'est celui que je vous ai présenté, que je vous ai dit que j'ai trouvé cet été après ma folie de nettoyage dans les armoires, enfin dans les bibliothèques qui abritent les livres sur la Révolution française. Je m'auto-fatigue. Et donc j'avais trouvé sur une brocante ce bouquin-là. Donc je l'ai acheté. Donc j'ai lu le roman de Charette, donc de Philippe Devilliers. Donc c'est chez Le Rocher Poche. Alors, c'est un livre. Et si vous me suivez sur le podcast ciné, machin, etc., vous verrez qu'il a influencé aussi le choix d'un film que j'ai vu sur Canal+, et j'aurais peut-être dû m'abstenir, hein, clairement, parce que alors, autant le film, autant, ben, je me suis régalée. Alors je ne connaissais pas la plume de Philippe Devilliers. Je rappelle que je m'en tamponne de qui il est dans la vie, de ses opinions politiques, etc. Enfin, je sais qui il est, je veux dire, je sais. Mais je n'ai pas commencé à lire ce livre-là en me disant il a telles opinions, il défend tel truc. Ça ne m'intéresse pas, ce genre de choses. J'ai la faculté, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très choqués quand on dit ça, mais j'ai la faculté de dissocier l'artiste de l'homme et a fortiori politique. Bon, alors attention, on le sait, il est vendéen, il défend la Vendée, il est très au fait de l'histoire de la Vendée, etc. C'est lui quand même qui a initié le Puy du Fou, etc. Donc on est bien d'accord. Il y a quand même une petite pointe de partialité dans l'histoire. Mais il a écrit ce livre, de telle façon que ça soit comme si c'était Charette qui racontait ses mémoires. Alors bien sûr, c'est des mémoires romancées parce que De Villiers n'est pas si vieux que ça, hein, donc il n'était pas à côté, non, en 1793, non, il n'y était pas, faut pas exagérer, n'exagérez pas non plus, voilà. Ni moi, bon, on est vieux, mais pas à ce point. Et il va nous raconter sa vie. Alors il y a des chapitres assez courts, qui va de l'enfance de Charette, qu'on surnommait Hérisson parce qu'il aimait bien être dans la nature, il était bien seul en boule, enfin vous voyez ce que je veux dire. Puis il était un peu solitaire, un peu voilà, à Hérisson. Donc jusqu'à ce jeune adolescent qui va s'engager dans la Royale, dû de son rang, puisque lui, voilà, vous savez que machin. Alors donc il s'appelle François Athanase.
François Athanase de la Charrette de la Contrie, donc ça c'est son nom anglais. Donc il va s'engager dans la Royale, il va gravir les échelons et il va participer à beaucoup de choses. Alors il va rester très longtemps à quai, puis il va s'embarquer. Et c'est la pleine période du moment où il s'embarque de cette armée française de la Royale qui est partie aux Amériques défendre la liberté des futurs Américains et donc se battre contre les Anglais pour pouvoir aider les personnes qui étaient sur place à créer les États-Unis d'Amérique, dont les Américains nous sont toujours reconnaissants. Hein. Il faut dire que sans nous, ils n'auraient pas eu de... ils se seraient fait torcher par les Anglais, donc ils n'auraient pas eu de pays. Voilà. Donc, on suit Charette au niveau de sa vie dans la marine. Il va même partir dans d'autres mers, en Méditerranée. Il va partir vers les Ottomans, etc. Enfin, il va croiser plein de monde jusqu'au jour où, vous verrez pourquoi, il décide de rapatrier à terre, de rentrer dans son domaine, en Vendée. Et là, tranquillou bilou, il s'installe, il fait sa vie de famille, et puis voilà. Alors la révolution est passée, il en a entendu parler, il l'a vu, cette liberté, etc. Mais bon, la révolution, lui, ça lui pose pas de problème, et ça n'a pas posé de problème aux gens qui l'entourent, que ce soit les paysans, les journaliers, les bourgeois, les machins, etc. Jusqu'au jour où quand même... La base, c'est que 1793, ça commence à devenir un peu la terreur, et que la révolution n'est plus conforme à ce que le peuple, lui, avait souhaité quand il s'était soulevé. Et donc, il va avoir un soulèvement, notamment en Vendée, du peuple. Alors, on a toujours tendance à penser que c'est que les paysans qui se sont levés. Non, non, c'est tous les gens qui ont trouvé que la révolution allait... Enfin, en tous les cas, les têtes qui géraient la révolution à Paris allaient dans le mauvais sens. Ils n'allaient pas dans le sens pour lequel, eux, ils s'étaient battus en 89. Voilà. Et donc, ils n'ont pas de leader, etc. Et ils pensent à Charette, ils vont aller chercher Charette, qui lui ne demandait rien du tout à personne, sauf à être tranquillou, bilou, en mode hérisson. En disant non mais bon vous êtes quand même un officier de la Royale, vous savez mener les hommes, il faut qu'on ait quelqu'un à la tête, blablabla, bon. Et il a quand même un sens de l'honneur, parce que lui c'est la patrie et le roi. Alors même si le roi quick, mais en tous les cas il a quand même une ossature de droiture, et il croit à la France, et puis on sent que même si c'est un noble, ce côté liberté, ça lui plaît pas tant que ça. Il va prendre la tête donc de cette fronde qui va se faire... alors à qui il va tenir tête? On va envoyer l'armée, on va envoyer le gros des troupes quand même de l'armée révolutionnaire. Ils vont leur tenir tête pendant un moment quand même, jusqu'à ce que malheureusement ils vont être matés vraiment assez durement. Et donc, il raconte tout ça, jusqu'à, effectivement, la mort donc de Charette. Donc, c'est vraiment... Lui, truc, c'était la patrie, la foi et le roi. Mais voilà, quand on dit patrie, c'était la France. La foi, bon, chrétienne pour lui, en tous les cas, mais catholique pour lui. Mais cette liberté qu'il y avait, je rappelle, 26 août 1789, la Constitution, lisez-la, parce que c'est justement dans un des articles, je rappelle que nous avons la liberté, non seulement d'expression, mais la liberté de culte, sans que ça emmerde le voisin. Ça, c'est étant dit, voilà, faut pas faire chier, et c'est dans le cercle familial, voilà. C'est comme ça, vous avez qu'à lire la Constitution, vous verrez. Donc ça, il y croit à ce genre de choses, donc il a des bases. Moi, j'ai trouvé que le roman qu'il avait écrit était vraiment, ça a du souffle, ça a du panache. Il a une belle écriture. Alors attention, c'est pas une écriture, comment dire, c'est quand même il a une écriture soutenue, hein, le gars. Moi, j'ai pas eu besoin du dico, mais j'ai fait lire des extraits à quelqu'un qui m'a dit ah non mais moi il me faut un dico. Hein. C'est quoi ces mots? Ah bon? Bon, alors bref. C'est quand même très littéraire comme style. Bon, il y a des mots de patois vendéen, mais ça m'a pas posé de problème parce que, en gros, c'est des mots que j'ai captés parce que, comme j'ai très longtemps entendu parler patois et occitan à la maison, même si c'est
pas l'occitan, mais vous avez quand même des bases, machin, donc j'ai compris, il y avait des... Enfin, il faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre certaines choses. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait du souffle, du panache. C'est un homme fascinant, Charette. En plus, s'il est comme sur le tableau, inutile de vous dire que j'en aurais fait mon 4 heures, du Charette. Voilà, oui, ah bah oui, moi, vous savez, à part Camille Desmoulins... Ah bah quand vous avez connu, vous voyez que je me pâme devant des moulins, vous comprenez que ce truc-là, ça risque de me faire beaucoup plaisir. Moi, je me serais retrouvée. Mais moi, j'étais sur la guillotine, moi. C'était terrible. Hein. Voilà, j'ai un problème avec ça. Voilà, donc franchement, j'ai vraiment pris vraiment beaucoup de plaisir à lire ce livre. Vraiment. Je vous dis, c'est haletant parce que c'est un roman, comme un roman d'aventure, alors que c'est vraiment un mec qui a vécu ça. Il a 30 ans. Il a vécu 50 vies, le gars. Impressionnant. Voilà. Et il faut quand même le dire, il est quand même assez flamboyant et il m'a donné très envie, ce roman, de continuer à lire sur... Alors moi, j'étais très attirée par la période 93, 94, 95, 17 ans. Non pas parce que l'autre, Suède... Non. Juste pour la Révolution française, c'était les 3 années où vraiment ça m'intéressait, parce que les autres, non, rien à carré. Mais je pense que je vais me rencarder. Voilà, alors à la fin, il y a une énorme bibliographie. J'ai noté quelques livres que j'ai vraiment envie de lire. J'ai vu qu'il y en avait certains qui étaient dans la biblio, que je n'ai jamais touchés, faut dire. Voilà, donc je pense que je vais... il y a beaucoup de livres sur la Royale, puisque mon grand-père faisait partie, a fait ses classes et a navigué dans la marine française, donc j'ai quand même pas mal de choses. Mais il y a pas mal de livres sur Charette, justement, ou la guerre de Vendée, donc j'irai. Voilà. Je viens d'avoir un hux, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui a touché la porte d'entrée avec un sac et... Oh, il était derrière, je crois qu'il les aurait, il boufferait. Alors n'ayez pas peur, hein, ils sont toujours sur le palier. Pas s'envoler, j'ai l'habitude. Voilà, donc, j'en étais où? J'en étais que je vais lire d'autres choses sur Charette, sûrement l'année prochaine, ou... Voilà, donc, ouais, voilà, si vous voulez lire, en connaître un peu plus, voilà. Après, ne vous inquiétez pas, hein, le coup de sac sur la porte, dans 2 minutes, je vais ouvrir la porte et je vais gueuler, parce que ça me gave. Voilà, mais bon... Surtout que j'ai des petites décorations sur ma porte pour faire joli et j'ose espérer que ça va pas passer à la trappe. Voilà, mais il y a pas mal de choses. J'ai vu qu'il avait écrit le roman de Saint-Louis et le roman de Jeanne d'Arc. Non, ne te lance pas là-dessus, Lisa. Ne te lance pas dessus. Alors, autre livre que j'ai lu. Et je vais vous les montrer tous les deux et je vais en parler, mais chacun après l'autre. Mais c'est un diptyque, donc du coup il faut quand même que je les montre. Donc c'est Pèlerin des ténèbres et La captive de l'hiver de Serge Brussolo. Donc j'ai lu bien sûr le premier en premier. Oh bravo Lisa. L'intelligence de cette fille, c'est impressionnant. Moi ça me stupéfait à chaque fois tellement je suis trop intelligente. Je m'auto-fatigue, vous êtes au courant. Donc j'ai lu des Pèlerins des ténèbres. Alors nous sommes au Moyen-Âge, en fait avec un personnage principal qui est Marion, qui est une jeune adolescente, dont le père est imagier, donc tailleur de statues, machin. Enfin vous savez ce que c'est un imagier, sinon voilà, bon, cherchez. Avec un Y dans la théorie, mais chacun fait ce qu'il veut. Et donc cette jeune fille, elle vit dans une famille, elle n'est pas très aimée, notamment parce que c'est pas la préférée, et puis en plus la préférée, sa sœur, qui s'appelait Yolande, a disparu lors d'un pèlerinage, puisque dans cette partie donc de la France, en bas là, vers les Pyrénées, j'essaye de vous faire comprendre, il y a un pèlerinage qui se fait à Saint-Gaudémont. Et donc les pèlerins arrivent de partout pour aller à pied sur la montagne pour expier, demander, etc. Et en fait, le début de l'histoire, c'est un frère Guillaume, qui arrive et qui a accompagné les pèlerins. Et il revient complètement à l'ouest en disant que le diable est en train de revenir, qu'il y a les ténèbres qui sont en train de s'ouvrir là-haut sur la montagne, que ça a bouffé les pèlerins, que, enfin, voilà, il s'automutile, il a juste envie de mourir, il devient fou, il se tape contre les murs, il dit qu'il est possédé, qu'il faut le tuer, qu'il faut les triper, enfin bon, bref. Et
les moines vont demander à Marion de se joindre à une troupe de pèlerins qui va monter sous couvert qu'elle doit tailler une statue pour faire offrande à Saint-Gonémon, pour savoir ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de pèlerins qui ne reviennent jamais de là-haut, et ils se demandent, voilà, et ils veulent quand même savoir, mais bon, ils veulent pas trop y aller eux, et puis après, en plus, ils ont un inquisiteur au cul, qui va pas tarder à arriver, donc évitons trop de saloperies, puis en plus, elle, c'est une femme, ça n'a pas de cervelle, on est bien d'accord, ça sert à rien, à part faire des gosses, et se faire trousser, donc une de perdue, 53 de retrouvée. Non, je sais que c'est 10, mais vous comprendrez pourquoi. Et donc, on va suivre ce départ. On suit Marion, qui est quand même une jeune fille naïve. Après, bon, elle est jeune, hein, donc elle est déjà naïve. Ça s'arrange pas après, mais elle est quand même un peu naïve. Et elle va en plus suivre un guide qui lui provoque beaucoup d'émoi amoureux. Et voire de désir, et donc elle a elle comprend pas, elle sait pas ce qui lui arrive parce qu'elle est jeune, donc elle sait pas pourquoi elle a des papillons dans le ventre et plus bas, et donc voilà, il y a plein de petites choses qui s'entremêlent. Alors il y a aussi d'autres femmes qui partent, il y a une noble qui est là pour expier parce que son mari est lépreux, il est revenu de croisade avec la lèpre, mais voilà, elle adorait consommer avec lui, et donc elle pense qu'elle est punie pour avoir fait des choses qu'il fallait pas se faire, parce qu'elle est très pieuse. Il y en a une, c'est une paysanne très olé olé, qui est croyante, mais croyante de superstition, de légendes, vous savez, ce genre de trucs. Voilà. Et donc, il y a tout le panel des croyances, des légendes, des contes, de l'influence de la religion, de l'influence néfaste ou bonne de la religion. Et donc on va suivre là-dessus. Alors évidemment je peux pas vous raconter ce qui se passe parce que à un moment donné on arrive en haut de la montagne et on sait ce qui se passe. C'est quand même le moment où on se dit oh putain j'ai pas du tout envie de... ah non merci j'y vais pas, non merci c'est gentil, non, pas du tout envie. Voilà. Brussolo a ce côté un peu noir, ténébreux, mais on va dire ce côté un peu noir, un peu... Il y a beaucoup de noirceur et de dénonciation aussi dans ces textes, souvent sur la dangerosité de l'extrémisme, quel qu'il soit, dans les religions, dans les croyances, quelles qu'elles soient les croyances, même les croyances de légende, machin, et de ce côté... de vouloir absolument rabaisser l'autre être humain, la deuxième moitié de l'humanité, donc les femmes. Il dresse des portraits de femmes qui sont très intéressantes. Il a un problème, alors on a discuté en off avec Adeline, et avec... Non, c'est pas avec Adeline, c'est avec une... Non, c'est avec Elodie. Il y a deux thématiques chez lui qui reviennent très régulièrement. Alors, soit en acte, soit en pensée. Mais la thématique du viol est quand même assez présente dans ses bouquins. Je vous dis soit en pensée, soit en acte, mais c'est assez régulier. Quelquefois avec des notions où vous dites voilà, mais moi ça me gêne absolument pas. En tous les cas, j'en ai lu que 3 pour l'instant, donc pour l'instant ça m'a pas gêné. J'ai bien aimé celui-là. Bon, ça aurait pu me laisser sur ma faim si je n'avais lu que le premier. Voilà, si vous lisez que celui-là et que vous arrivez à la fin, vous vous dites ah non, qu'est-ce qui se passe après? Voilà, donc moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé que ce côté un peu inquisiteur, un peu dénoncer certaines pratiques, et puis je vous dis, dire noir sur blanc, effectivement, qu'au Moyen-Âge, les religieux prônaient et disaient que en fait, les femmes, et je rappelle que les grosses merdes viennent de ce genre de... Enfin, les religions, quoi. Oui, voilà, qui ont dit que les femmes n'étaient pas l'égale de l'homme. Je rappelle que c'est qui fait les gosses et qui engendre, sinon vous servez à rien, messieurs. Voilà, ça c'est fait. Donc, non mais... Là, s'il y en a deux à la base, après, qui que soit votre sexe, ce que vous avez décidé d'être binaire, pas binaire, on s'en fout, on en a rien carré. Faites ce que vous voulez, on s'en fout. Mais à la base, Adam et Ève. Même si vous y croyez pas, à la base, il y avait deux trucs. Hein.
Voilà, ou de mammifères, ou de amibes, machin, qui étaient compatibles, les amibes. Hein, voilà, compatibles, sinon ça se reproduit pas. Voilà, donc c'était compatible, les amibes. Et donc, je suis désolée, il faut être deux pour danser. Hein. Voilà. Et deux à égalité. S'il y en a un qui sait pas danser, vous pouvez pas danser avec celui qui a des deux pieds gauche, hein, ou deux pieds droits, suivant ce que vous. Voilà. Donc moi j'aime bien, voilà. J'ai bien aimé Pèlerin des Ténèbres. J'ai trouvé ça, des fois c'est un peu glauque, j'ai bien aimé. C'est pas glauque dans le sens, mais je vous dis, c'est ténébreux, voilà. Mais j'aime bien cette atmosphère un peu moody. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors on retrouve dans La Captive de l'hiver, on retrouve Marion, quelques temps plus tard, qui s'est exilée en Normandie. Elle a refait sa vie. Bon, on comprend pourquoi à la fin du celui-là. Et puis de toute façon, vu que ses parents ne pouvaient pas la blairer, c'était pas la peine qu'elle reste. Elle s'est établie comme imagière dans un endroit. Elle n'est pas très aimée non plus parce qu'en fait, elle a un don. Hein, elle a vraiment le don de sculpter parfaitement. Et donc, les hommes de l'époque, qui étaient les seuls à avoir cette possibilité de travaux, ne l'aiment pas. Parce qu'elle lui reprend leur travail, en gros. Et non seulement elle leur prend le travail, mais en plus, ils voient de visu qu'elle est beaucoup plus douée qu'eux. Voilà. Et tout au début, va arriver ce qui n'était plus arrivé depuis X années en Normandie. Les Vikings sont de retour. Ils sont là, ils mettent la ville à sac, ils enlèvent une personne, enfin plein de personnes, mais surtout Marion. Et Marion va se retrouver sur un drakkar. Alors donc vous avez la scène, vous avez plusieurs scènes qui se passent sur le drakkar, qui n'est pas un drakkar. Et d'ailleurs vous allez voir, il y a plusieurs explications sur la culture viking, véritablement nordique, viking, etc. Donc il y a vraiment un travail de Brussolo sur ce genre de thématique. Et elle va arriver donc sur les terres, dans cette communauté-là, qui est en marge des autres. Qui continuent, alors que les autres vikings se sont installés, se sont christianisés, eux ils continuent à croire en leurs dieux, Odin, Thor, Loki et toute la clique. Et donc elle va se retrouver là. Et elle a été enlevée, on lui met des gants en fer pour pas qu'elle s'utilise les mains, parce qu'elle est censée avoir un don pour un genre de sorcière, si vous voulez, pour trouver des choses, pour animer des statues, etc., pour recomposer des statues. Donc en fait, le chef de clan la met sous cloche pour qu'elle puisse sculpter et raffermir les statues qui se trimballent de leurs dieux, mais qui sont en glace. Et elle n'a jamais travaillé la glace, elle a toujours travaillé la pierre, mais bon, en tous les cas, voilà. Et elle est adjointe d'une servante qui a été enlevée en France il y a des années, des décennies, qui fait la traduction. Et on va découvrir tous les personnages, enfin tous les gens qui font partie de cette communauté. Le chef, l'ancien imagé qui ne peut plus rien faire, l'ancien chef, et un jeune viking qui tombe un peu sous le charme de Marion. Marion n'étant pas sensible aux garçons, mais ils se comprennent pas. Hein. Enfin, je veux dire, il y a comme qui dirait un problème de compatibilité de culture. Donc il y a des fautes qu'elle commet et qui vexent l'autre, etc. Et elle apprend les us et coutumes un peu, on va dire, contraintes et forcées. Surtout avec une servante qui est quand même, qui n'a qu'une seule envie, c'est de lui dire « Ah mais tranche-toi les mains, c'est pas grave, machin ». Elle est quand même spéciale. Mais Marion a quand même ce caractère fort. Alors elle est très naïve quand même d'un certain côté. Elle a vraiment des réactions de naïveté pure, absolue, alors elle risque sa vie toutes les 2 secondes chrono. Parce que si elle casse une statue, l'autre il quick, il lui fait exactement la même chose. C'est-à-dire si par exemple elle loupe une oreille, que l'oreille tombe, on lui coupe l'oreille. On lui explique. Voilà, super. Et donc elle va se retrouver dans cette communauté et elle va comprendre pourquoi on l'a kidnappée elle, qui a indiqué aux Vikings qui prendre dans cet endroit en Normandie et quel est le but de sa vie là, de ce qu'elle va faire. Alors elle va faire des choix, bons ou mauvais, ça c'est à voir, mais elle va faire des choix et elle va découvrir les arcanes de cette communauté, les arcanes du chef, les arcanes des tensions entre les personnes, des croyances, pareil, là aussi des croyances, des légendes, etc. Et donc elle va se retrouver avec des aventures
pluriels qui vont l'amener à monter, à faire ce qu'elle doit faire et à finir le roman où elle est. Alors, le seul truc, c'est que en lisant les dernières pages, je me suis dit, Brussolo, alors je sais pas, les spécialistes de Brussolo qui passent par là, Adeline, avaient sûrement prévu un troisième. Parce que vu comme c'est monté, c'était un triptyque. Voilà, simplement, visiblement, il n'y en a que 2. Donc il s'est arrêté à La Captive de l'hiver. Mais alors clairement, alors ça pose pas de problème. Si vous finissez, vous vous dites, vous êtes quand même assez grand et avoir un minimum d'imagination si vous lisez, pour trouver une fin qui vous convienne. Après le point final de ce livre-là. Et c'est vrai qu'effectivement, soit ça se finit comme ça et ça vous convient, soit il aurait pu faire un troisième et ça posait pas de problème pour continuer de suivre Marion. Voilà. Mais moi, je me suis dit, oh, c'est dommage, il n'a pas fait de troisième, mais bon, j'imagine une troisième. Voilà. Donc, deux très bonnes lectures donc, qui vont ensemble, hein, diptyques. Donc, Les Pèlerins des Ténèbres en premier et La Captive de l'hiver en second. Brussolo. Voilà, donc bonne lecture, très bonne. Voilà, franchement j'ai passé un très très bon, ça se lit très vite, très facilement, mais vraiment j'ai adoré. Alors, on va attaquer la partie Québec. On traverse l'Atlantique et on est au Québec. Parce que on m'a offert 2 ouvrages qui sont des classiques de la littérature québécoise. On m'a dit vraiment, c'est vraiment des classiques de la littérature du roman québécois. Alors, j'avais entendu parler d'un, mais pas de l'autre. Je ne l'avais... Le premier dont je vais vous parler, il y a une série qui a été tirée. Je ne l'ai pas vu, mais j'en avais entendu parler à l'époque où c'était passé. Alors peut-être que parce que ça a dû être peut-être diffusé en France ou je sais pas, mais en tous les cas, moi je ne l'ai pas vu. Et le deuxième, je connaissais le nom de la romancière, de nom, parce que je l'avais vu passer sûrement dans une revue ou autre, mais je n'avais jamais lu. Alors, le premier que j'ai lu, c'est donc Les filles de Caleb, le tome 1, donc Le chant du coq, de Arlette Cousture, on dit Cousture, hein, voilà. Donc c'est chez 10/10, donc c'est québécois. Donc on va suivre entre 1895 et 1915, 18, 15, 15. Émilie, qui vient d'une famille pas très riche, qui a des conditions difficiles de vie, mais cette jeune femme ne se rêve à un moment donné qu'institutrice. Donc même très jeune, elle va décider d'enseigner et elle va commencer à enseigner. Et en fait, on la suit sur cette partie de vie où on va la voir enseignante et puis se marier, avoir des enfants, se réinstaller ailleurs. Vraiment, c'est une tranche de vie dans le Québec de la fin du 19e et début 20e et dans une partie de la population où les conditions de vie sont particulièrement difficiles. Alors, sans compter, on est bien d'accord, le climat et tout ce qui va avec, mais où les conditions sont vraiment pauvres, vraiment difficiles, c'est vraiment de labeur, il y a beaucoup de morts infantiles, il y a beaucoup de drames qui arrivent, parce que malheureusement, même en France à cette période c'était très compliqué, et les températures extrêmes apportant son lot de problèmes en sus, ça allait. Et donc elle va rencontrer un élève, puisqu'elle est très jeune quand elle commence à enseigner, qui a juste 2 ans de moins qu'elle, mais c'est quand même son élève. En fait, elle a la fratrie complète à un moment donné, et il va développer des sentiments, mais voilà, mais sans que personne ne sache quoi que ce soit, ni de l'un côté ni de l'autre. Et quelques années après, elle va le revoir, et donc il va commencer à courtiser cette jeune femme, alors que voilà, elle est quand même un peu réticente. Il est quand même un peu spécial, le Haut-Villa. Personnellement, c'est l'archétype du mec que j'aurais envoyé valser dans la seconde qui suivait. Il a beau être joli cœur, mais il lui fait 2-3 réflexions où, perso, si un mec me fait une réflexion comme ça, jamais de la vie il revient dans ma vie, quoi. Mais même pas en rêve chaton. Voilà. Mais elle,
Et on le comprend dans la façon dont parlent sa mère et femmes autour. C'était une période où on disait déjà qu'une fille qui n'était pas mariée à une certaine date, c'était un peu pas bon. Et puis deux, qu'une femme devait obéir à un mari, quoi, à son mari, et c'était comme ça. Voilà. Alors elle a un père quand même qui est quand même qui la soutient dans la capacité de enfin dans la ouais dans sa capacité, dans les moyens qu'il peut avoir de soutenir sa fille. Il connaît sa fille, il sait comment elle fonctionne, il sait elle a un fort tempérament, qu'elle a des coups de cœur et que quand elle a une idée quelque part, elle l'a pas ailleurs. Voilà, et ce garçon-là lui plaît, elle est amoureuse de lui, elle va accepter des choses qu'elle aurait peut-être pas forcément acceptées, mais elle va le faire. Ils vont avoir plusieurs enfants, ils vont partir, etc. Mais lui a un gros problème. Alors déjà, premièrement, il n'est pas très stable, le gars. Et deux, il a un énorme problème, enfin deux énormes problèmes. Un, il boit, deux, il fait des dettes. Alors là, je vous assure, c'est carrément pas du tout possible. Mais elle va accepter pas mal de choses. Ils ont pas mal d'enfants, presque 9, ils vont en perdre. Mais elle se retrouve toujours presque seule à affronter certaines choses. Parce que petit à petit, il montre ses travers qu'elle avait devinés quand il était jeune, mais qu'elle n'avait pas voulu voir. Et donc ça va lui poser plus de problèmes. Donc c'est vraiment une tranche de vie. Alors leur histoire est jolie, hein, mais c'est vrai que moi, quelquefois, je me disais, bon, enfin, quand même, Émilie, putain, mais ouvre les yeux. Je m'énervais toute seule. Voilà, non, mais m'en faut pas beaucoup pour m'énerver. Voilà. Mais si c'est écrit euh, alors, c'est très bien écrit, mais c'est écrit vraiment avec une plume simple, douce. Ça coule. Vous tournez les pages, vous avez l'impression comme si vous étiez effectivement devant une série. Quelque chose de facile à lire, d'agréable à lire, il y a des expressions québécoises, il y a un glossaire à la fin, mais honnêtement, à part 2 ou 3 mots que je suis allée voir, parce que là, vraiment, je me dis, ah, il comprend pas. Sinon, tout le reste, vous le comprenez dans le sens des phrases. Ça pose pas de problème. J'ai lu le glossaire à la fin pour me dire, bon, finalement, ouais, c'était ça, bravo. Mais voilà, c'est agréable. C'est une très belle histoire. Je comprends que ça soit un classique dans ce truc-là, parce que je crois qu'on suit Émilie dans la deuxième partie en 46. Là, c'est 1892-95, vraiment le début, et 1915. Et après, dans la deuxième partie, on la suit entre 15 et 46, je crois. Enfin, elle fait les deux guerres, hein, on la suit sur les deux guerres. C'est véritablement, je vous dis, c'est vraiment très agréable à lire, c'est facile, il y a les dialogues sont enlevés, il y a des très belles descriptions. Franchement, c'est une fresque de l'histoire du Québec. Voilà, c'est une histoire de l'histoire du Canada, mais c'est une histoire du Québec. C'est vraiment une tranche, un pan de l'histoire du Québec, vue au travers des petites gens. Voilà, des choses qui, effectivement, qui serait pour nous le roman régional. Vous voyez, ces romans régionaux où on plonge dans la vie, dans le pan de l'histoire, dans la grande histoire, et bien voilà, c'est ça. Donc merci à Evero qui me l'a offert. Donc les filles de Caleb 1, Le Chant du Coq. Je crois que c'est sous-titré très souvent Émilie, puisque voilà, donc c'est le tome 1, Arlette Cousture. Voilà, très bon moment. Voilà. Deuxième très bon moment. Voilà. Alors celle-ci, ça s'appelle Bonheur d'occasion de Gabrielle Roy, qui a énormément de romans. Elle a fait des essais, des contes pour enfants, etc. Alors là, on est avec Florentine, qui... alors pareil, elle a une famille de conditions très 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 modestes. Elle est serveuse dans un quartier très pauvre, très ouvrier, très industrialisé, où les conditions de vie sont particulièrement difficiles. Et elle va rencontrer un certain Jean qui est un espèce de il est très hableur, très arrogant, très l'archétype du mec que vous avez envie de claquer. Mais elle tombe follement amoureuse de lui. Et donc on va les suivre pendant tout ce temps-là. C'est au début de l'année 40. On sent les prémices de la
Seconde Guerre mondiale, enfin ce qui est commencé en Europe, mais voilà, on entend des bruits, il y en a qui veulent partir, il y en a qui veulent rester. Ceux qui veulent partir, c'est pour se battre pour la liberté, pour quelque chose, et pour trouver mieux ailleurs, parce que leur condition de vie est sinistre. Ils se disent qu'en Europe, en faisant la guerre, peut-être qu'ils auront l'occasion de gagner quelque chose, de l'argent ou des médailles, ou voilà, un bien-être. Et d'autres qui se disent « Ah, moi je pars pas, parce qu'il y a peut-être du fric à se faire ». Voilà, si tout le monde part, moi peut-être que je vais pouvoir m'engraisser sur quelque chose, pouvoir faire quelque chose de mieux, peut-être trouver quelque chose, peut-être donner quelque chose. Voilà. Donc il y a toute cette galerie de, je pense, de population, de cette population des années 40 au Québec, qui a vu la guerre de loin, mais qui était quand même touché parce que c'est quand même le cousin d'Europe qui était touché par la guerre. Donc il y a quand même une question de liberté, lutter, aider, etc. Et donc Florentine, on la suit, et elle va se retrouver aussi en présence d'un autre garçon, Emmanuel, qui est un brave garçon, l'archétype du brave garçon et tout, voilà, donc elle va osciller entre les deux. Elle va en épouser un alors que elle n'est pas forcément amoureuse de lui, mais que à défaut, hein, voilà. Euh, Moi j'ai trouvé que ce roman était vraiment très beau. Il est très touchant parce que on parle de tous les bouleversements sociaux, économiques de cette période-là, mais aussi mondiaux, parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a les bouleversements qu'on sent arriver, bouleversements dans la vie des gens, dans le monde, dans la façon de comprendre, d'appréhender, et aussi cette jeune femme qui a des rêves, qui a des envies, des désirs, et qui va pas forcément les assouvir comme elle veut, qui, euh, qui va peut-être se contenter de moins parce qu'elle pensait avoir beaucoup mieux et qu'elle n'apprécie pas ce qu'elle a. Même quand elle l'a, elle se dit « Oh non, je voulais autre chose ». Voilà, il y a beaucoup de choses très belles dans ce roman. Franchement, elle a une plume magnifique, Gabrielle Roy. C'est vraiment... Alors, coup sûr, c'est très différent. C'est beaucoup plus simple dans le sens plus accessible, plus feuilleton. Voilà. Là, c'est pas un feuilleton. C'est vraiment... elle a une plume d'une délicatesse incroyable. La possibilité de vous faire ressentir des émotions assez fortes en peu de mots. Moi, j'ai beaucoup aimé son immersion dans ce peuple d'ouvriers chômeurs, canadiens, français, etc., dans ce quartier Saint-Henri qui est, qui est un quartier de Montréal, mais qui à cette époque-là était très, 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 très pauvre et très... voilà, c'était très difficile, c'était vraiment... c'était en désespéré de la vie, du bonheur, ils ne voyaient pas une éclaircie dans leur vie, c'était morne pleine. Et moi, j'ai trouvé... franchement, elle décrit ça. Et elle décrit aussi ce côté Rastignac qu'a Jean, qui, en gros, ne va pas s'embarrasser de la Florentine, et qui, peut-être, un peu la refile à son pote, qui lui était amoureux d'elle. Voilà, donc non, mais franchement, le rôle de Emmanuel, mais d'une... mais qu'est-ce que... Pauvre garçon, quoi. Alors en plus, d'après ce que j'ai compris, dans ce qui est dit, ou ce que la romancière a dit plus tard, dans son esprit, quand il s'embarque pour l'Europe, Emmanuel, en 40, il meurt. Voilà, il revient pas. Voilà. Mais je crois que c'est dans une interview, j'ai lu ça dans un papier qui était consacré, parce que après, je fais mes recherches quand même, après avoir lu. Je suis allée lire un article qui était publié dans une revue québécoise, un entretien de l'auteur qui parlait de ses romans en général. Les romans, les contes qu'elle a fait, les essais. Et quelqu'un l'a interviewé, le journaliste lui a posé la question sur le devenir des personnages dans sa tête quand elle les avait créés. Il me semble avoir lu qu'elle disait qu'ils ne revenaient pas. Voilà. Mais c'est un très 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 bel ouvrage, très belle écriture, très touchantes histoires. Donc bonheur d'occasion, tout est dans le titre. Gabrielle Roy, donc c'est chez, je sais pas,
J'ai pas vu la maison d'édition, je suis une dinde. Bon, enfin, c'est québécois, donc vous allez peut-être le chercher. Mais ça serait pas mal que je trouve... Ah, édition de Boréal. Voilà. Donc, oh, bah, c'est écrit en haut. Non, non. Ah oui, Boréal Compact, regardez. Voilà. Donc, très belle découverte aussi. Donc, je me suis délectée d'être au Québec. Très belle plume, très belle littérature. Enfin, franchement, grands espaces, beaucoup de choses. Vraiment très agréable. Voilà. Et donc on finit par la relecture. Et donc cette fois-ci, je tiens à remercier encore, et je l'ai fait dans le book haul, et puis la lire, mais je le refais, parce que cet été nous avons suivi des points, enfin des lives, pardon, sur la chaîne Barocco Podcast sur YouTube, avec Perceline à la tête, sur une lecture ou relecture, par exemple pour moi, de Notre-Dame de Paris, oui, de... Et lors d'un live, on a reparlé de ce livre-là. Et elle m'a donné envie de le ressortir. Et comme je l'avais dans la bibliothèque là-bas, puisque j'étais en Dordogne quand on faisait ces lives-là, quand on en a parlé, j'ai récupéré mon bouquin et je l'ai ramené pour le relire. Donc je me suis dit, il faut que je le relise, etc. Et franchement... je sais pourquoi j'avais adoré ce roman à l'époque. Et je me rappelais encore de ce poème là, L'amour et la vieillesse. Et je me suis dit, je me rappelais plus où il était dans le roman. Et quand je suis retombée dessus en le lisant, j'étais là, oh, c'est lui. Oh, va pas mieux, hein. Oh non, ça va pas mieux. Donc j'ai relu Le Moine, donc de Matthew Gregory Lewis. J'essaie de vous le mettre, voilà. Donc c'est un roman gothique qui a été censuré à sa sortie, et on peut comprendre pourquoi. Ah bah aussi. Bah à la sortie, hein, je rappelle, parce que bon, franchement, c'est un truc qui date de 1796, donc vous imaginez bien, vu ce qu'il décrit, ce qu'il dit et ce qu'ils font, bah oui. Voilà. Alors on est avec Ambrosio, qui est un moine très pieux, à la limite de la sainteté, le gars. Ah bah si, à la limite de la sainteté. Alors pour faire court, parce que sinon je vous donnerai pas, sinon si je divulgue trop, c'est pas possible, je vais pas, non, il faut pas. Non, et puis il est tellement beau ce roman qu'il faut pas divulgacher ce genre de truc. Bon bref, en gros, Ambrosio va croiser un jour la route de Mathilde, et alors du pieux moine, il va se vautrer. Ah bah ça on peut pas dire autrement, hein. Il va se vautrer dans la luxure, le gars. Voilà, non mais sérieux. Il va découvrir la luxure, l'amour, les sentiments, le physique, le machin, les machins. Et alors, je dois avouer que j'ai compris pourquoi ça a été censuré à l'époque, parce qu'entre les péchés de chair, les condamnations de Dieu, le côté un peu diable, magie noire, transgression, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui pourrait vous choquer, damnation aussi. Ah oui, il est voué. Bah oui, la luxure, il est voué à tous les années. Voilà, et la scène qui a dû mettre un clou sur le cercueil du bouquin à l'époque, qui est une scène assez dérangeante pour l'époque, qui peut être dérangeante pour des gens, qui est une scène où il abuse littéralement de Mathilde d'une façon assez violente, sans se... Alors c'est pas... Alors je peux pas vous raconter comment c'est écrit, mais... moi, ça m'avait pas choqué quand je l'avais lu. Je l'avais lu, je devais avoir une vingtaine d'années, ça devait être au milieu des années 90. Je l'avais lu en anglais. Ça m'avait pas du tout choqué. Mais je n'avais pas reparlé avec une de mes copines plus tard, qui avait été révulsée par ce roman, qui n'avait pas du tout compris. Elle m'avait dit, mais comment on peut aimer ça, c'est horrible et tout. Voilà. Et donc là, en le relisant, je me suis dit non. Toujours pas choquée. Moi, je trouve ce roman magnifique. Voilà. Après, on est d'accord. Il y a des choses qui peuvent vous faire... Oh, mon Dieu. Mais je trouve que l'écriture est sublimissime. La descente je sais même pas si c'est aux enfers, ou au plaisir.
d'Ambrosio est à la fois subversive mais tellement belle, et puis ça coche tous les cases du gothique, hein. Si vous aimez les romans gothiques, excusez-moi, vous avez dû lire celui-là, on est bien d'accord. C'est quand même un des chefs-d'œuvre du genre, anglais, soit, mais c'est quand même, je sais pas, ça fait partie des... Si vous aimez les romans gothiques britanniques, enfin anglais, ou britanniques, je crois que si vous n'avez pas lu celui-là, c'est que vous n'aimez pas les romans gothiques britanniques, hein, parce que c'est quand même... c'est quand même une apothéose ce truc, hein, voilà. Donc attention, vous avancez sur quelque chose de glissant comme terrain, hein. Voilà. Mais c'est ce texte, ce poème, l'amour et la vieillesse, mais dans la nuit noire et le vent froid. Oh, mon Dieu, je l'aime ce truc. Bon, bref, voilà. Donc j'ai relu le flamboyant, mon Dieu, le moine, ils vont se dire que je suis perverse, le moine donc de Lewis, donc Matthew Gregory Lewis, moi c'est aux éditions Flammarion, comme vous voyez, c'est un texte intégral, voilà, donc c'est vraiment une merveille, quoi. Enfin, je sais pas quoi dire de ce texte-là, si vous l'avez pas lu, et lisez-le, vous allez adorer. Franchement, c'est... il y a des notes de présentation, etc. Alors, j'ai lu les notes de présentation après, parce que je l'avais déjà lu. Voilà, parce qu'il y a toute une explication sur le décor, le contexte, les influences de Louis, pourquoi il a écrit comment, etc. Et puis, c'était... voilà, il y avait quand même ce mouvement allemand de romantisme, etc. Voilà. Ah bah si vous aimez ça aussi, allez-y, plongez, vous allez adorer. Voilà, donc moi j'ai relu avec grande délectation ce côté un peu... voilà. Bon, bref. Oui, ah bah un petit cœur qui soupire. Alors on dit souvent que le cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire. Ah bah là, ça va. J'ai soupiré, mais j'ai eu ce que je désirais. Enfin pas lui, hein, parce que... mais... Ah, vous m'avez compris, je suis pas anormale comme fille, je sais. Allez, donc ça c'est tout ce que j'ai lu. Donc au mois d'octobre. Donc je rappelle, Jérémy Bouquin, Une femme de ménage, Philippe de Villiers, Le roman de Charette, Brussolo, les deux, le diptyque, Pèlerin des ténèbres et La captive de l'hiver. Le très joli Destin d'Émilie, ou alors Les yeux d'Émilie, hein, comme vous voulez, la chanson actuellement du rugby, ça pourrait coller sur Émilie. Donc Arlette Cousture, donc Les filles de Caleb, tome 1, le très joli Bonheur d'occasion de Gabriel Roy, très beau. Et donc la relecture de Le moine de Louis, qui est le summum du gothique anglais. Enfin, un des summums. Mais pour moi, c'est quand même un des plus beaux romans que j'ai lus de la littérature britannique. Voilà. Oui, je sais. Alors ça va aller... tu vas te calmer, Lisa. Hein, tu vas pas nous faire des stress. Voilà. Donc ça, c'était ce que j'ai lu au mois d'octobre. J'espère que ça vous a plu. Moi et mes citrouilles, on se casse. Et puis, vous avez vu, ils se sont calmés. Ils ont dû trouver la clé. Je pense qu'il y avait un problème de clé. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a perdu les clés. Ils ont attendu que quelqu'un rentre. Voilà. Oui, ah bah, de temps en temps, c'est très compliqué d'avoir des voisins. Pourtant, ils sont charmants, hein, mais quand ils décident de faire du bruit, c'est très compliqué. Voilà, allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. On se donne rendez-vous, qu'est-ce que c'est le prochain? Ah oui, il faut que je tourne la FAQ. J'ai envoyé une FAQ il y a 2 semaines, à peu près, 2 semaines, pour qu'on me pose des questions. Il y en a pas mal qui sont arrivés. Donc, je les ai notées. Sur les 2 jours même là, enfin vous savez c'est 24 heures les stories Insta, donc sur 24 heures et en fait depuis je ne les ai pas lues, voilà, je ne les ai pas relus, donc il y en a certaines oui plus ou moins je vois, mais certaines je pense que je vais faire comme d'habitude en freestyle. Ça, vous avez l'habitude, hein, je fais du freestyle tout le temps. Voilà, allez, bisous, à bientôt. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre au mois de novembre, puisque tant qu'on y est. Donc prochaine c'est la FAQ. Ensuite oui, il y aura la vidéo et podcast, puisque je sors les 2 en même temps, simultanément plus ou moins. Mes couples mythiques en littérature. Oh, vous allez voir, ça va pleurer dans les chaumières, hein. J'ai des goûts mais de chiottes. Non, j'ai des bons goûts, mais vous allez voir, vous vous dites mais non mais c'est vrai Lisa, tu aimes ça? Bah oui, moi
savez, hein, j'ai un petit cœur sous le Goldorak. Hein. Euh, ça va pas mieux. Voilà. Et au mois de novembre, qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Bah, il y aura le programme culturel aussi. Et voilà. Donc voilà. Et ensuite, à la fin novembre, il y aura le point lecture de novembre de The Bag Bird, donc de la loose. Hein. Et après, il y aura les Vlogmas. Qui c'est qu'il est content de faire les Vlogmas? C'est pas avec ça. Je vous le dis tout de suite. Ça, j'ai dit, chouchou, il va falloir que tu fasses des photos, des vidéos, parce que tout le monde t'aime bien. Et ils aiment bien t'admirer. Il m'a regardé en mode, même pas en rêve. Sauf s'il me paye en croquette. Donc, vous savez ce que vous attend. C'est chiant, c'est chiant. Non, mais quand il aime pas, il aime pas. En plus, en ce moment, il avait son mulot, là. C'est l'amour de sa vie, son mulot. Donc, je vais essayer de le choper quand il aura le mulot. Mais bon, au mois de décembre. Je le stresse pas avant, pauvre bête, sinon elle va crever. Allez, bisous, bisous, ciao. Non, parce que là, il est à 2 doigts de changer de propriétaire. Hein. La gueuse, il peut plus la blairer. La gueuse, c'est moi.